Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout savoir sur Sika étanchéité, conseils et astuces bricolage, peinture et décoration. Livraison, avec un objectif très simple, vous permettre de choisir le bon produit, de l'appliquer correctement et d'éviter les erreurs qui coûtent du temps, de l'argent et parfois la reprise complète d'un chantier. Et si vous avez déjà eu un joint qui se fissure trop vite, une infiltration qui revient malgré vos efforts, une peinture qui n'adhère pas sur un support pourtant neuf, ou un produit qui semble parfait sur l'emballage mais décevant à l'usage, restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous montrer comment raisonner comme quelqu'un qui prépare un travail durable, propre et vraiment efficace, sans vous perdre dans des termes techniques inutiles. Quand on parle de Sika étanchéité, on parle d'un univers très large qui touche autant les petits travaux domestiques que les chantiers plus exigeants. Beaucoup de personnes pensent d'abord à un simple mastic pour salle de bain ou à un produit pour colmater une fuite. Mais en réalité, l'étanchéité concerne les joints, les raccords, les fissures, les toitures, les terrasses, les murs enterrés, les pièces humides, les façades, les sols, les passages de canalisation, les points singuliers et même certains travaux préparatoires avant peinture ou décoration. Le vrai secret, ce n'est pas d'acheter le produit qui a l'air le plus solide, c'est de comprendre quel est le support, quelle est la contrainte, quelle est l'exposition à l'eau, aux variations de température, aux UV, au mouvement du matériau et quel résultat final on attend visuellement. Une étanchéité réussie ne dépend pas seulement du produit, elle dépend de la compatibilité entre le produit, la surface et l'usage réel. C'est là que beaucoup se trompent. On veut souvent aller vite, reboucher, lisser et oublier. Mais l'eau, elle, ne pardonne pas. Elle passe dans le moindre défaut. Elle exploite la moindre faiblesse et, si la préparation est mauvaise, même un très bon produit ne peut pas compenser une base maltraitée. La première chose que je regarde toujours avant d'utiliser un produit Sika d'étanchéité, c'est la nature exacte du support. Est-ce du béton, du ciment, du carrelage, du métal, du PVC, du bois, une ancienne peinture, un enduit, une membrane existante, une maçonnerie poreuse, une surface farinante ou un support déjà fissuré? Ce point est fondamental parce que tous les produits ne collent pas partout avec la même efficacité. Une surface peut sembler propre à l'œil, mais être recouverte de poussière, de savon, de gras, de silicone ancien, de laitance de ciment, de micro-humidité ou de résidus qui empêchent l'adhérence. Quand un produit d'étanchéité décolle ou se rétracte trop, la cause n'est pas toujours le produit lui-même. Très souvent, c'est le support qui n'a pas été correctement nettoyé ou préparé. Je prends donc toujours le temps de retirer tout ce qui est non adhérent, de gratter les vieux joints, de dégraisser soigneusement, de laisser sécher si le produit l'exige et de vérifier si un primaire d'accrochage est nécessaire. Cette étape paraît moins spectaculaire que l'application elle-même, mais c'est celle qui conditionne la tenue dans le temps. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il existe plusieurs grandes familles d'usages. Il y a les mastiques pour joints souples, les solutions liquides d'étanchéité, les mortiers d'imperméabilisation, les membranes, les mousses de remplissage qui ne font pas à elles seules l'étanchéité finale, et les produits hybrides qui peuvent à la fois coller et jointer. Si je dois traiter un joint entre deux matériaux qui bougent légèrement, par exemple autour d'une menuiserie, sur un raccord sanitaire, entre un receveur et un mur, ou sur certains points de façade, je vais m'orienter vers un mastic souple adapté à l'humidité et au mouvement. Si je dois protéger une surface plus large, comme un balcon, une terrasse, une toiture ou un mur soumis au ruissellement, je vais plutôt chercher une solution continue, capable de former une barrière homogène. C'est une erreur fréquente d'utiliser un mastic là où il faudrait un système global, ou l'inverse. Un joint peut traiter une ligne de faiblesse, mais il ne remplace pas une étanchéité de surface. Inversement, une membrane liquide ne remplace pas toujours le traitement précis d'un angle, d'une fissure active ou d'un passage de canalisation. Là où Sika est intéressant, c'est justement dans la logique de système. Il ne faut pas penser uniquement produit par produit, mais plutôt préparation.
traitement des points sensibles, application principale, finition et compatibilité avec l'environnement du chantier. Dans une salle de bain, par exemple, beaucoup de personnes attendent que les fuites apparaissent pour intervenir, alors que la meilleure stratégie est préventive. Avant la pose d'un carrelage dans une douche, sur un mur exposé ou sur le sol d'une pièce humide, il est souvent beaucoup plus pertinent de créer une vraie protection sous carrelage que de compter uniquement sur les joints de finition. Les joints de carrelage, même bien réalisés, ne sont pas l'unique garantie contre l'eau. L'eau peut migrer, surtout avec le temps, dans les angles, les micro-fissures ou les points mal remplis. Une étanchéité préalable bien exécutée crée une sécurité beaucoup plus durable. Pour un usage intérieur, je fais aussi très attention à la compatibilité avec la peinture et la décoration. C'est un sujet souvent sous-estimé. Beaucoup veulent un résultat net, discret, repeignable, facile à intégrer dans une rénovation. Or, tous les mastiques ne se peignent pas de la même manière et certains ne doivent pas être recouverts selon l'usage prévu. Si je sais à l'avance qu'un joint ou un raccord devra être peint, je choisis une solution prévue pour cela. Sinon, je risque d'avoir une peinture qui perle, craque, glisse ou sèche avec un rendu irrégulier. Le même raisonnement vaut pour les zones visibles. Dans une pièce de vie, une cuisine ou un couloir, l'esthétique compte énormément. Un produit d'étanchéité ne doit pas seulement être performant, il doit aussi permettre un fini propre. Cela veut dire un masquage soigneux si nécessaire, une extrusion régulière, un lissage maîtrisé et surtout le bon timing. Si on attend trop avant le lissage, la surface commence à tirer. Si on va trop vite sans avoir assez déposé de matière, le joint manque de corps et se creuse. Le bon geste, c'est celui qui remplit vraiment la zone à traiter, sans bulle, sans manque et avec une forme adaptée au mouvement attendu. Pour les fissures, je rappelle toujours un point essentiel. Il faut distinguer la fissure morte de la fissure active. Une fissure morte est stabilisée, elle ne travaille plus vraiment. Une fissure active, elle, bouge encore selon les saisons, les contraintes ou les vibrations. Si on traite une fissure active avec un produit trop rigide ou avec une méthode de rebouchage classique, le problème risque de revenir rapidement. L'étanchéité ne consiste donc pas à cacher, mais à absorber ou à bloquer selon le bon principe. Sur des supports extérieurs, cette réflexion est encore plus importante, car on ajoute l'exposition au soleil, au gel, à la pluie, au vent et à la pollution. Un produit performant en intérieur n'a pas forcément la même tenue dehors. Les UV, en particulier, dégradent certains matériaux plus vite qu'on ne l'imagine. Quand je travaille sur une terrasse, un acrotère, un rebord, une toiture légère, un appui de fenêtre ou un point de façade, je ne regarde pas seulement la promesse d'étanchéité immédiate. Je regarde la tenue dans le temps face au cycle climatique. Une bonne étanchéité extérieure doit rester adhérente, souple ou stable selon le cas, sans se fariner, sans cloquer, sans se fissurer prématurément. Et là encore, la préparation est décisive. Sur une terrasse, par exemple, s'il reste des zones humides emprisonnées, des poussières, des anciens revêtements instables ou des parties friables, la performance finale sera compromise. Il faut aussi raisonner drainage et pente. Aucune étanchéité n'aime les stagnations d'eau répétées si le système n'est pas conçu pour cela. Beaucoup de réparations ratées viennent du fait qu'on traite la conséquence visible sans traiter la cause structurelle. On remet un produit sur une zone qui prend l'eau, mais on ne corrige pas l'écoulement, l'angle mal conçu, le support qui fissure ou le défaut de raccord. Résultat, l'eau revient ailleurs et on pense que rien ne fonctionne, alors qu'en réalité, on n'a pas réparé le bon problème. J'insiste aussi sur l'épaisseur d'application. Avec les produits liquides d'étanchéité, il ne suffit pas d'étaler une couche très fine pour se rassurer. Une étanchéité de surface doit respecter une consommation, une épaisseur sèche, parfois plusieurs couches, parfois un renfort dans les angles ou sur les points singuliers. Si on sous-dose, on crée un film trop faible. Si on surdose au mauvais moment, on risque un séchage irrégulier, des coulures ou des défauts de polymérisation. Il faut donc travailler avec méthode, sur support préparé, avec les bons outils, en tenant compte de la température ambiante et du temps de recouvrement. L'une des meilleures astuces bricolage que je peux donner, c'est de toujours préparer tout son poste de travail avant d'ouvrir le produit.
Cela peut sembler basique, mais c'est extrêmement important avec l'étanchéité. Je vérifie mes spatules, mon ruban de masquage si j'en utilise, mes chiffons, mes gants, le cutter, la cartouche ou le seau, le pistolet d'application, l'éventuel fond de joint, le nettoyage du support, l'accès à la zone et le temps dont je dispose. Parce qu'une fois le produit extrudé ou étalé, il faut avancer proprement et sans interruption inutile. Une autre astuce, très utile, concerne justement le fond de joint. Beaucoup remplissent totalement un espace profond avec du mastic, ce qui est rarement la meilleure solution. Un joint performant doit souvent travailler sur 2 faces d'adhérence, pas 3, pour mieux accompagner le mouvement. Le fond de joint permet de régler la profondeur, d'économiser du produit et surtout d'améliorer le comportement du joint dans le temps. C'est un détail de pro qui change beaucoup de choses. Concernant le lissage, je préfère toujours un lissage maîtrisé, discret, cohérent avec la largeur du joint, plutôt qu'une tentative de correction excessive qui étale le produit partout autour. Trop lissé peut appauvrir le joint. Pas assez, lissé peut laisser des défauts d'adhérence latérale ou une esthétique médiocre. Il faut trouver l'équilibre entre technique et finition. Dans les travaux de peinture, l'étanchéité intervient aussi plus souvent qu'on ne le croit. Avant de peindre un support, je vérifie toujours les zones de jonction, les micro-fissures, les liaisons menuiserie-maçonnerie, les anciens raccords et les points exposés à l'humidité. Une peinture, même de qualité, n'est pas là pour résoudre un défaut d'étanchéité. Si le support est mal protégé, la peinture va révéler tôt ou tard le problème. Cloques, décollements, traces d'humidité, moisissures, auréoles ou fissuration. Faire l'étanchéité avant la mise en beauté, c'est éviter de refaire la décoration après quelques mois. Dans les pièces humides, je suis aussi attentif à la ventilation, parce qu'on confond parfois étanchéité et gestion de la condensation. Une paroi bien étanche ne remplace pas une aération correcte. Si une salle d'eau accumule constamment de la vapeur sans extraction efficace, les moisissures peuvent apparaître sur des zones pourtant bien jointées. Le produit peut être excellent, mais l'ambiance générale de la pièce reste défavorable. Il faut donc penser globalement. Étanchéité, finition, ventilation, entretien, tout est lié. Pour l'entretien, justement, il ne faut pas attendre qu'un joint soit complètement noirci, fendu ou décollé pour agir. Un contrôle visuel régulier permet d'intervenir tôt, parfois avec une reprise locale simple, au lieu d'une rénovation plus lourde. Dès que je vois une perte d'adhérence, une porosité anormale, une fissure dans le joint ou un décollement en angle, je préfère corriger rapidement. Plus on attend, plus l'eau peut s'infiltrer derrière le revêtement. Et une fois qu'elle circule dans le support, les dégâts deviennent souvent invisibles au début, mais beaucoup plus importants ensuite. Pour les travaux extérieurs, je conseille aussi d'éviter les applications dans de mauvaises conditions météo. Un support trop chaud au soleil, une humidité excessive, un risque de pluie trop proche, un froid important ou un vent qui salit immédiatement la surface peuvent ruiner une application. Même un bon bricoleur peut obtenir un mauvais résultat s'il travaille au mauvais moment. Il faut parfois accepter de décaler l'intervention pour garantir la performance. La patience fait partie du travail bien fait. Un autre point essentiel avec Sika étanchéité, c'est de savoir si l'on cherche une réparation d'urgence ou une solution durable. En dépannage, certaines interventions peuvent être rapides et très utiles pour stopper une infiltration en attendant une reprise plus complète. Mais si le support est vieillissant, si la zone est structurellement fragile, si plusieurs matériaux se rencontrent ou si l'exposition est sévère, il vaut mieux penser en rénovation complète plutôt qu'en simple rustine. Le bon choix, c'est souvent celui qui coûte un peu plus en préparation aujourd'hui, mais évite de tout recommencer demain. Dans le domaine de la décoration, l'étanchéité est souvent le travail invisible, qui permet ensuite un résultat visuel irréprochable. On admire une douche élégante, une cuisine bien finie, une terrasse impeccable, une façade proprement rénovée, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui protège derrière. Et pourtant, c'est cette partie invisible qui conditionne la durabilité de l'ensemble. Une belle finition sur un fond mal protégé, c'est un résultat fragile. À l'inverse, un support bien traité permet à la peinture, au carrelage, aux revêtements et aux éléments décoratifs de rester beaux plus longtemps.
J'insiste également sur la lecture attentive des conditions d'emploi. Beaucoup de gens utilisent les produits de manière intuitive en se fiant au nom commercial ou à l'apparence. Mais entre une cartouche destinée à des joints sanitaires, une autre plutôt orientée façade, une solution de collage souple, un revêtement liquide d'étanchéité ou un mortier technique, les performances et les usages changent considérablement. Il faut bien identifier si le produit est prévu pour l'immersion ponctuelle, l'humidité permanente, les supports poreux, les supports non poreux, la peinture, l'extérieur, le contact avec certains matériaux ou encore les mouvements importants. Une confusion sur ce point explique beaucoup d'échecs. En termes de livraison, il y a aussi des conseils très concrets à suivre. Quand je commande un produit d'étanchéité, je fais attention à plusieurs choses. La date de péremption ou de durabilité, l'état de l'emballage, le mode de stockage pendant le transport et la cohérence entre le chantier prévu et les quantités livrées. Un produit resté trop longtemps dans de mauvaises conditions, soumis à de fortes chaleurs ou à un gel inadapté selon sa nature, peut perdre en qualité avant même l'ouverture. Je vérifie aussi toujours que j'ai reçu tous les éléments nécessaires si je travaille en système, car commencer un chantier, puis se rendre compte qu'il manque le primaire, le renfort d'angle ou la cartouche complémentaire fait perdre du temps et peut compromettre le phasage du travail. La livraison est souvent considérée comme un détail logistique, alors qu'elle fait partie de la réussite du chantier. Si le produit arrive abîmé, trop tard ou en quantité insuffisante, on est tenté d'improviser avec autre chose, et c'est exactement ce qu'il faut éviter en étanchéité. Mieux vaut anticiper, centraliser les achats, vérifier la compatibilité des références et stocker correctement avant application. Je conseille de conserver les produits dans un endroit adapté, à température raisonnable, à l'abri de l'humidité ou du soleil direct, et de respecter l'ordre d'utilisation si plusieurs composants ou plusieurs couches sont prévus. L'organisation, ici, fait gagner en qualité autant qu'en confort. Pour ceux qui hésitent entre plusieurs approches, mon conseil est simple. Partez toujours de la contrainte principale. Si la zone bouge, pensez souplesse. Si la surface doit être protégée en continu, pensez système d'étanchéité de surface. Si le support est douteux, consacrez davantage d'énergie à la préparation. Si la finition doit être peinte ou décorative, choisissez une solution compatible avec ce rendu. Si vous êtes en extérieur, raisonnez vieillissement et exposition. Et si vous êtes dans un environnement humide intérieur, ne séparez jamais étanchéité et ventilation. C'est cette logique qui permet de faire les bons choix sans se noyer dans les références. Je veux aussi attirer l'attention sur une erreur très répandue, appliquer un nouveau produit sur un ancien silicone sans retrait complet. C'est presque toujours une mauvaise idée. L'adhérence sur un reste de silicone est très incertaine, et même si visuellement cela semble tenir au départ, le décollement revient vite. Une reprise propre, c'est retrait complet de l'ancien joint, nettoyage minutieux, séchage si nécessaire, puis nouvelle application. Ce n'est pas la partie la plus agréable, mais c'est la seule façon d'obtenir une base fiable. Enfin, il faut accepter que l'étanchéité ne soit pas seulement un geste, mais une méthode. Ce n'est pas un produit miracle que l'on pose n'importe comment sur n'importe quoi. C'est un ensemble de décisions cohérentes. Diagnostic, choix du bon matériau, préparation rigoureuse, application au bon moment, respect du temps de séchage, contrôle de la finition et entretien dans le temps. Quand on comprend cela, Sika Étanchéité devient un vrai allié dans les travaux de bricolage, de peinture et de décoration, parce qu'on ne l'utilise plus au hasard, mais comme une réponse précise à un besoin précis. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre une réparation provisoire qui rassure quelques semaines et une réalisation durable qui continue de protéger des mois et des années plus tard. Si vous retenez une idée de cette vidéo, retenez celle-ci. L'étanchéité réussie commence bien avant l'application du produit et se juge longtemps après son séchage. C'est cette vision d'ensemble qui permet de travailler proprement, d'obtenir un résultat esthétique, de sécuriser ses finitions et d'éviter les mauvaises surprises liées à l'eau, à l'humidité ou au mouvement des supports.
en prenant le temps de choisir le bon produit, de comprendre le rôle de chaque étape et de ne pas négliger la logistique, y compris la livraison et le stockage. On transforme un sujet qui paraît technique en une démarche claire, accessible et surtout efficace.